Ils pouvaient faire un spin-off sur les fondateurs de Poudlard, sur les origines de Voldemort ou même sur les maraudeurs, mais non. Warner continue d'envoyer le Wizarding World droit dans le mur, et c'est pas un mur magique comme sur la voie 9 3/4. S'intéresse à toi uniquement parce qu'elle pense que tu es l'élu. Mais je suis l'élu. Bon, excuse-moi. Bienvenue sur Club de Fin. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle série Harry Potter pour HBO. Projet casse-gueule qui part pas forcément bien mais qui pourrait quand même être un énorme succès. Ça fait longtemps qu'on parle d'une série dans l'univers Harry Potter et que c'était très attendu. Et le lancement de la plateforme HBO Max était évidemment l'occasion idéale pour lancer le projet. Ils ont besoin de grosses licences et Harry Potter évidemment c'en est une. D'ailleurs, ils ont revu leur plan et la série est passée de HBO Max à HBO Originals, ce qui est plutôt bon signe pour le niveau de la qualité globale. La première question qui se pose, c'est bien évidemment pourquoi refaire l'histoire d'Harry Potter en série au lieu de juste explorer d'autres arcs narratifs. Comme je l'ai dit en intro, une série sur les fondateurs de Poudlard ou sur Voldemort ou même sur les maraudeurs, ça aurait forcément trouvé son public et c'est des histoires que les fans y veulent et que moi aussi je veux et qu'on demande en plus depuis longtemps. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, je vais essayer de rester structuré ici et la première, c'est que les films ils sont sortis il y a déjà plus de 20 ans, alors voilà, merci pour le coup de vieux au passage, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, on a des versions 4K et compagnie, donc ça se regarde encore très bien, mais on sait qu'aujourd'hui, les plus jeunes, ils ont zéro patience, alors regarder un film de plus de 2 heures, c'est même pas la peine d'y penser. Par contre, une série, oui, ça permet de découper les épisodes pour pas que ce soit trop lourd, et ça permet de mieux structurer l'histoire. Autre point, la plupart des fans d'Harry Potter ont grandi avec, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup sont de jeunes parents qui veulent faire découvrir l'univers à leurs enfants, et le fait que ce soit une histoire qu'ils connaissent déjà, ça aide forcément un petit peu. Maintenant, on va pas se mentir, on aime tous Harry Potter. Les 3 premiers films, ils étaient assez fidèles au livre, mais après ça, on est parti en chute libre avec les films de Mike Newell. Ils sont populaires, évidemment, mais ça veut pas dire qu'ils sont bons. Il y a, je pense, chez Warner, un vrai besoin de réuniformiser l'univers. Les 2 premiers films ont été réalisés par Chris Columbus, qui est habitué à travailler sur des films pour un public plus jeune. Du coup, les couleurs, elles sont plus chaleureuses et elles représentaient bien ce que Poudlard est pour Harry, à savoir sa maison. Dans Le Prisonnier d'Azkaban, c'est tout de suite beaucoup plus sombre. Les acteurs, ils deviennent adolescents, Poudlard ressemble plus du tout à celui des 2 premiers films, notamment avec l'ajout du viaduc là qu'ils ont fait, et Alfonso Cuarón voulait en fait donner un aspect plus sombre au film. Ça fonctionne assez bien parce que c'est un bon réalisateur et le matériel de base est aussi un peu plus sombre. Mais après ça, c'est Mike Newell qui s'y colle jusqu'à la fin de la saga. On reste sur un aspect sombre, mais sans la maîtrise de la réalisation. On ajoute un 5e et 6e film où il manque la moitié des livres et un dernier volet en 2 parties dont la première extrêmement lente. Ça commence à faire beaucoup. Du coup, l'ensemble, il fait un petit peu de décousu. Les changements d'ambiance et le château qui change, c'est des détails parmi tant d'autres, mais je trouve que ça casse un peu la continuité. Évidemment, il y a aussi toujours le thème de l'enfance et de l'adolescence, ça s'obscurcit au fur et à mesure que les personnages grandissent. Mais quand même, je trouve que c'est parfois un petit peu inutile, un peu comme ce qu'essaie de faire DC, par exemple, avec Batman ou la Ligue des Justiciers. Donc oui, il y a bien de la place pour un reboot qui doit trouver sa voix et son propre style. Ce qui est intéressant par rapport au film, c'est que l'histoire est désormais terminée, donc ils ont déjà une base solide avec les livres et les films réalisés. À l'époque, il fallait faire sans savoir ce qui allait se passer dans les prochains opus, et ça fait une grosse différence dans le traitement de la saga. C'est un bon point, ça veut dire que ça permet de mieux construire le récit et les personnages dès le premier épisode. Ça veut dire qu'on devrait enfin avoir la vraie histoire d'Harry avec Ginny par exemple, et plus de Ron et Hermione ensemble, et en savoir plus sur les fantômes comme Nick Quasi-Sans-Tête et Peeves par exemple. Il a déjà été dit qu'une saison correspondrait à un livre, donc ça veut dire que le show devrait avoir 7 saisons. Combien d'épisodes, on ne sait pas, mais j'imagine que ce sera comme pour la série Le Seigneur des Anneaux The Rings of Power, à savoir 10 épisodes. Je pense que c'est le format idéal, entre 8 à 10 épisodes de 40 à 60 minutes. Ça permet de développer sans en faire trop pour rien. Après, il y a un truc assez bizarre, c'est que Casey Bloys, le CEO de HBO, a dit que la série était prévue pour durer 10 ans, ce qui correspondrait pas totalement à une saison par an. Donc à voir s'ils ont déjà des plans pour faire une suite. Et c'est là le gros point d'interrogation pour moi. Est-ce qu'ils vont se servir de ce reboot pour pouvoir adapter L'Enfant Maudit ? Donc pour ceux qui ne savent pas, L'Enfant Maudit c'est une pièce de théâtre à la base, et ils ont aussi fait le livre en fait basé sur le script de la pièce tout simplement. Mais le truc c'est que cette pièce, ça plaît pas forcément aux fans, ils ont du mal à considérer ça canon, donc je sais pas s'ils oseront, mais en tout cas ça serait l'occasion idéale. Pourquoi je dis ça ? Parce que pour rappel, ils pouvaient pas adapter cette pièce en film pour des raisons techniques. Et oui, parce que dans la pièce, sans te spoiler, ils utilisent le retourneur de temps pour revenir aux événements d'Harry Potter et la Coupe de Feu. Évidemment, c'est un petit peu compliqué de filmer ça avec des acteurs qui ont pris 20 ans depuis. Il y a un autre thème qui doit aussi être abordé, les décors. Est-ce qu'ils vont reprendre les décors déjà existants ? Les Animaux Fantastiques reprenaient plus ou moins le même château et je pense qu'il y a une raison à ça. T'es peut-être au courant qu'il y a les studios Harry Potter à Londres et que tu peux visiter avec tous les décors des films et qu'il y a aussi des parcs d'attractions Harry Potter. Ils utilisent tous les visuels des films et donc repartir à zéro est difficile avec les millions, voire les milliards qu'ils ont investis dans ces projets. C'est pour ça que je pense qu'ils vont garder quelque chose d'assez similaire. Mais bon, on verra. Peut-être qu'ils vont nous faire une grosse surprise et repartir de zéro aussi pour les décors.
En tout cas, il y a un historique déjà très lourd sur la saga, donc peu importe leur choix, ça va être difficile. Soit ils s'affranchissent de tout et ils auront une liberté créative supplémentaire qui va probablement pas plaire aux fans, même si ça peut être encore mieux, soit ils restent sur les mêmes bases et ils améliorent juste un peu en se concentrant principalement sur l'intrigue et les personnages à la place. La vraie question c'est, on en est où aujourd'hui avec cette série ? On sait que c'est le duo de succession, Francesca Gardiner en tant que scénariste et showrunneuse et Mark Mylod en tant que réalisateur qui vont se coller à la réalisation de la série. Pour un peu plus de contexte sur qui ils sont, Francesca Gardiner a aussi travaillé sur les séries His Dark Materials et Killing Eve, alors que Mark Mylod a réalisé des épisodes de Game of Thrones, Entourage et Shameless, en plus d'avoir réalisé le film Le Menu et Ali G. Honnêtement, vu la shortlist qu'il y avait, c'est probablement les meilleurs choix qu'il pouvait faire. J'ai un petit peu d'appréhension sur Mark Mylod parce que même si j'aime ce qu'il fait, il a pas trop d'expérience à travailler avec des enfants comme pouvait l'avoir par exemple Chris Columbus, mais bon, on verra. Autre point intéressant, J.K. Rowling fait partie de la Writer Room, donc elle pourra s'assurer qu'ils font pas d'énormes conneries. Niveau avancé de la série, les castings pour les 3 rôles principaux seront ouverts du 9 au 11 avril 2025, uniquement pour les résidents du Royaume-Uni ou d'Irlande, mais Bloys, donc toujours le patron d'HBO, a dit que ça veut pas dire que la série est entrée en production pour autant. En bref, il faut pas attendre la saison 1 avant 2026 ou 2027. D'ailleurs, à la base, la série devait sortir sur HBO Max, mais ils ont revu et décidé de la passer en HBO Originals. Donc, si tu sais pas, la différence, en gros, c'est que les productions HBO Max sont pour la plateforme de streaming HBO Max, alors que les HBO Originals sont pour la télé et la plateforme Max. Donc c'est une super nouvelle, honnêtement, ça va améliorer les standards, parce qu'on sait tous qu'HBO, dans le monde des séries, il n'y a rien de mieux. D'ailleurs, on sait déjà que la saison 1 aura un budget d'environ 200 millions. Pour remettre un peu dans le contexte, le premier film avait coûté 125 millions, mais ça c'était il y a 20 ans, donc ça doit faire à peu près la même somme, 200 millions aujourd'hui. Aussi, The Rings of Power a coûté par exemple 460 millions pour la saison 1, mais la saison 1 de Game of Thrones a coûté seulement 60 millions, donc c'est un très beau budget pour faire quelque chose de bien. Faut aussi noter qu'une partie sera utilisée pour créer la base, qui sera en fait réutilisée dans toutes les saisons. Ça va être dur en tout cas de passer après les animaux fantastiques. Les films aussi avaient un gros budget et pourtant c'était des échecs. J'espère que ça aura pas tué l'engouement autour de la licence, mais bon, je pense pas honnêtement. Surtout une série se regarde dans le canapé, ça demande zéro effort contrairement à aller au cinéma. Maintenant, il y a aussi les attentes des fans. Évidemment, elles sont excessivement élevées et ça va amener à de la toxicité pour la série. On l'a vu avec Hogwarts Legacy, déjà, les gens ils étaient heureux de voir le jeu, mais en même temps, d'autres ont craché dessus parce que voilà, c'était J.K. Rowling qui était associé au projet. Voilà, ça va être pareil ici, mais en pire parce que là, c'est une comparaison directe avec les livres et films et en plus, c'est officiel. Je fais le parallèle aussi avec les séries The Rings of Power et Percy Jackson qui ont aussi pris cher. Maintenant, la toxicité en ligne, ça veut pas dire que la série sera un échec pour autant. Un autre truc qui me pose problème, c'est le pilot. Le pilot dans une série, c'est tout simplement le premier épisode. C'est le plus important parce que c'est celui qui fait vendre la série et qui va faire ou détruire ton audience. Le problème avec Harry Potter, c'est que le début de l'histoire, c'est super chiant. Et j'ai peur que ce soit une des causes de l'échec de la série. Nous, ce qu'on veut, c'est voir Harry, Ron et Hermione à Poudlard. On s'en fout des Dursley et de la visite au zoo, par exemple. Je suis vraiment curieux de voir comment ils vont gérer ça. Et dernier point, je pense qu'ils repartent de zéro pour étendre l'univers. C'est un peu paradoxal, mais à mon avis, ils veulent se créer une nouvelle base de fans, et ça m'étonnerait pas qu'au bout de 3 ou 4 saisons, si ça marche bien, ils commencent à lancer les spin-offs dont je parlais, comme sur le passé de Voldemort ou les fondateurs de Poudlard ou les Maraudeurs. Je suis fan d'Harry Potter sans être un fanatique, et j'attends vraiment de voir comment tout ça va se concrétiser. En tout cas, je pense vraiment qu'il y a de la place pour faire quelque chose de bien. Est-ce que j'aurais préféré une autre histoire ? Oui, mais s'ils arrivent à vraiment prendre le temps de développer les arcs narratifs et les personnages principaux comme secondaires, ainsi qu'à faire une vraie continuité entre les saisons en rajoutant pourquoi pas quelques nouvelles intrigues ou personnages jamais vus jusqu'à présent, je pense qu'on peut avoir une série excellente. En attendant, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit pas une dope de plus, on a tout à y gagner, si c'est bien, si c'est nul, tant pis, on a juste à l'oublier. A bientôt sur Club de Fin.